Ricky Gervais est monté sur la scène des Golden Globes en janvier 2020 à affronter près de 200 des personnalités les plus influentes d'Hollywood et a parlé avec le genre de confiance qui suggérait qu'il connaissait déjà les secrets que la salle espérait désespérément ne jamais révéler à haute voix. Le silence qui a suivi n'était pas comparable à la pause familière avant qu'un comédien ne raconte la blague suivante. C'était plus lourd, plus tranchant et rempli de l'attention indubitable de gens reconnaissant que quelqu'un avait franchi une ligne que personne d'autre n'avait osé approcher. 5 ans plus tard, lorsque le ministère de la Justice des États-Unis a rendu public les dossiers liés à Epstein, d'innombrables personnes ont regardé ce discours avec des yeux totalement différents. Soudain, des mots autrefois considérés comme une comédie provocatrice sonnaient étrangement proches d'un avertissement public caché à la vue de tous. Pourtant, une coïncidence encore plus étrange s'est produite presque exactement au moment où ces documents sont devenus publics. Alors que le pays disséquait les dossiers récemment publiés et remettait en question les relations protégées de longue date, Wendy Williams était confinée dans un établissement de soins qu'elle décrivait ouvertement comme ressemblant davantage à une prison qu'à un lieu de rétablissement. Presque au même moment, Ellen DeGeneres quittait discrètement l'Amérique et s'installait à l'étranger avec remarquablement peu d'attention du public autour de son départ. 3 histoires distinctes impliquant 3 personnalités publiques très différentes semblaient sans rapport en surface, mais ensemble, elles semblaient reliées par un fil invisible que l'industrie du divertissement avait passé des années à essayer de cacher sous des tapis rouges polis et des gros titres soigneusement contrôlés. La cérémonie des Golden Globes ce soir-là est devenue mémorable, non pas à cause des récompenses qui ont été remises, mais parce que c'était comme si Hollywood avait brièvement oublié comment continuer à faire semblant. Ricky Gervais avait déjà animé l'événement 4 fois auparavant, et chaque apparition avait repoussé les limites un peu plus loin que la précédente. Chaque année, il testait l'inconfort que les noms les plus puissants de l'industrie étaient prêts à tolérer avant de se retirer derrière des sourires polis et des applaudissements forcés. Au moment où il accepta l'invitation pour une 5e apparition, il semblait qu'il avait déjà décidé qu'il n'y avait plus aucune raison de protéger les sentiments de qui que ce soit, surtout si les protéger signifiait ignorer des vérités inconfortables. Il est monté sur la scène de Beverly Hilton avec une bière, au lieu de faire semblant d'embrasser le glamour qui l'entourait, annonçant immédiatement qu'il s'en fichait tout simplement. Le public a ri lorsqu'il a plaisanté en disant que c'était une année remarquable pour les films liés à des scandales inquiétants faisant référence à des productions comme Surviving Her, Kelly Living Neverland et même The Two Pope, avec son irrévérence caractéristique. Ces interruptions répétées de « tais-toi, tais-toi, je m'en fiche » sont devenues un humour classique de Gervais, suscitant de véritables rires dans toute la salle de bal. Pendant un bref instant, tout le monde crut assister à un autre numéro de comédie intrépide, pas différent de ceux qu'il avait livrés les années précédentes. Mais l'atmosphère changea presque imperceptiblement à mesure que son monologue se poursuivait. Il a démantelé Felicity Huffman à cause du scandale des admissions à l'université, s'est moqué de la domination croissante des géants du streaming, puis a élargi son champ d'action au-delà des individus pour s'intéresser aux entreprises qui étaient devenues des symboles du divertissement moderne. Regardant directement le public, il a accusé de nombreuses entreprises, qu'elles représentaient fièrement, d'abandonner les principes moraux chaque fois que le profit était en jeu, suggérant qu'elles signeraient volontiers des accords commerciaux avec pratiquement n'importe qui si suffisamment d'argent était sur la table. Chaque punchline avait plus de poids que la précédente, et à chaque rire qui échouait la salle, devenait de plus en plus mal à l'aise, comme si toutes les personnes présentes réalisaient que les blagues ne visaient plus des idées abstraites, mais directement contre elles. Puis Gervais a prononcé un nom qui a tout changé instantanément, Jeffrey Epstein. Sans hésitation, il a suggéré que de nombreuses personnes assises dans le public avaient voyagé à bord du jet privé d'Epstein et savaient parfaitement qui d'autres avaient partagé ces vols. Devant des millions de téléspectateurs à travers le monde, il a déclaré qu'il savait que bon nombre des plus grands noms d'Hollywood étaient amis avec Epstein, faisant cette déclaration avec la confiance de quelqu'un qui ne se soucie pas des conséquences. Les caméras se sont rapidement concentrées sur Tom Hanks, dont l'expression visiblement inconfortable est devenue l'une des images les plus discutées de la soirée, tandis que dans toute la salle de bal, les sourires disparaissaient.
Les conversations s'arrêtaient et les rires cédaient la place à un silence inquiet. Ce qui s'est passé ensuite était peut-être encore plus révélateur que tout ce que Gervais a réellement dit. Presque personne n'a ri malgré le public, composé de certains des acteurs comédiens et artistes les plus accomplis au monde des gens, dont la carrière dépendait de la reconnaissance de l'humour. Plusieurs invités ont baissé les yeux vers le sol au lieu de regarder la scène, tandis que d'autres sont restés immobiles, ne voulant même pas réagir. Une blague qui s'effondre dans une salle remplie d'artistes professionnels est rarement une blague ratée. Parfois, cela devient quelque chose de bien plus troublant, un reflet si précis que personne ne veut reconnaître le visage qui les regarde. 5 mois plus tôt, Jeffrey Epstein était décédé dans sa cellule de prison de Manhattan dans des circonstances qui ont immédiatement déclenché un débat mondial. Les autorités ont officiellement conclu qu'il s'était suicidé, mais des experts légistes indépendants engagés par sa famille ont publiquement contesté cette décision, présentant des arguments médicaux détaillés qui ont alimenté des années de spéculation et le scepticisme du public. Au moment du discours de Gervais, les documents détaillant le vaste réseau d'Epstein dans les domaines de la politique, de la finance et du divertissement restaient cachés à la vue du public. En repensant à la parution de ces documents des années plus tard, de nombreux observateurs ont estimé que son monologue ressemblait moins à un recueil de blagues qu'à un résumé troublant d'informations qui finirait par faire partie d'une conversation publique beaucoup plus large. Une question est restée longtemps après que les applaudissements se soient calmés et que les gros titres aient disparu. Comment Ricky Gervais a-t-il semblé si confiant en discutant de relations qui ne seront largement documentées que des années plus tard, que ses connaissances proviennent de l'observation de rumeurs de l'industrie ou simplement de schémas de connexion que d'autres préféraient ignorer? Il parlait comme s'il comprenait quelque chose dont une grande partie du public était déterminée à prétendre qu'elle n'existait pas. Même en passant à des sujets plus légers et en plaisantant sur des personnalités de la télévision comme Steve Carell, l'impact persistant de ses remarques précédentes a refusé de disparaître planant sur la salle longtemps après que les rires se soient estompés. Suite à cette cérémonie inoubliable, Ricky Gervais n'est jamais revenu en tant qu'hôte des Golden Globes. Il l'a ouvertement reconnu dans de multiples interviews, s'exprimant sans amertume ni déception visible, presque comme s'il s'était attendu à ce résultat dès le début. Plus révélatrice que le fait qu'il n'ait jamais été invité à nouveau, fut l'explication qu'il donna plus tard sur ses intentions ce soir-là. Selon Gervais, sa performance n'a jamais été conçue pour les célébrités assises à quelques mètres de lui. Il a été créé pour les centaines de millions de gens ordinaires qui regardaient depuis leur domicile des gens qui ne possédaient ni jet privé, ni richesse extraordinaire, et certainement aucune de la protection qu'offre souvent une énorme influence. En discutant de cette soirée-là, Gervais faisait fréquemment référence à une tradition de longue date de la comédie britannique, le rôle du bouffon de la cour. Le bouffon, a-t-il expliqué, n'existe que dans un seul but, exprimer à haute voix des vérités que tout le monde dans la salle comprend déjà, mais qu'aucune personne puissante n'ose exprimer parce que les enjeux sont trop importants. Il n'a jamais décrit ce rôle comme un acte de bravoure ou d'héroïsme personnel. Au lieu de cela, il l'a présenté comme un mécanisme au sein de la société, arguant que l'imbécile possède une liberté unique, précisément parce qu'il a si peu de choses que les rois peuvent menacer de lui enlever. Plutôt que de battre en retraite, après la controverse, Gervais a continué à produire des émissions spéciales, à accorder des interviews et à discuter publiquement de bon nombre des mêmes questions qui avaient rendu son discours aux Golden Globes si controversé. Puis en 2025, le ministère de la Justice a publié les fichiers liés à Epstein, révélant des dossiers de vol des documents financiers, des courriels et de nombreuses connexions documentées couvrant le divertissement, la politique et la finance. De nombreux téléspectateurs sont revenus au monologue de Gervais de 2020 avec une fascination renouvelée, notant à quel point plusieurs de ses punchlines faisaient écho à des thèmes reflétés plus tard dans ses disques. Interrogé sur cette coïncidence, Gervais ne se félicite pas d'avoir eu raison. Au lieu de cela, il a répondu avec la déception modérée de quelqu'un qui avait espéré que la réalité finirait par contredire ses soupçons plutôt que de les confirmer. Tandis que ces fichiers récemment publiés relançaient les conversations sur les relations cachées d'Hollywood, une autre histoire se déroulait tranquillement à travers le pays. Wendy Williams, dont la carrière a été construite en parlant ouvertement de personnes puissantes, s'est retrouvée incapable de participer publiquement aux discussions qui faisaient la une des journaux nationaux. Confinée dans un établissement de soins
Et confrontée à de graves problèmes de santé, elle était effectivement séparée du monde, même qu'elle avait passé des décennies à analyser avec une franchise remarquable. Le contraste était saisissant, une femme célèbre, pour son refus de garder le silence, vivait soudain dans des circonstances où sa propre voix était devenue de plus en plus restreinte. Des documents juridiques récents soumis par son tuteur désigné par le tribunal décrivaient Wendy Williams comme étant frappée d'incapacité permanente en raison de son problème de santé persistant. Cependant, bien avant ces développements déchirants, Williams s'était imposée comme l'une des rares personnalités de la télévision prête à discuter des noms et des rumeurs que d'autres évitaient soigneusement. Débutant sa carrière à la radio new-yorkaise dans les années 1990, elle entre dans un paysage du divertissement où critiquer certaines personnalités influentes de l'industrie musicale peut rapidement mettre fin à une carrière. Il ne s'agissait jamais simplement de savoir si les allégations étaient vraies ou fausses. Il s'agissait des relations d'affaires qui entouraient ces individus, des relations suffisamment puissantes pour décourager presque quiconque de s'exprimer publiquement. Williams a choisi une voie différente. Alors qu'elle travaillait à Hot 97 à New York en 1998, elle a ouvertement discuté de personnalités éminentes du secteur de la musique commentaire qui ont finalement coïncidé avec la fin de son emploi à la station. Des années plus tard, lors d'un entretien avec Howard Stern en 2006, elle a clairement déclaré que parler franchement des personnes influentes de l'industrie était directement lié à la perte de ce poste. La station elle-même n'a jamais officiellement confirmé une telle connexion, mais Williams pensait que cette tendance était devenue impossible à ignorer. D'après son expérience, la mention de certains noms entraînait des conséquences, même si quelqu'un admettait ouvertement pourquoi ces conséquences se produisaient. Plutôt que de laisser ce revers définir sa carrière, Wendy Williams a reconstruit à plusieurs reprises sa plateforme à partir de zéro. Chaque licenciement était suivi d'une autre opportunité, et chaque nouvelle opportunité attirait un public encore plus large, désireux d'entendre le commentaire intrépide qui était devenu sa marque de fabrique. Au moment de la première de The Wendy Williams Show, en 2008, elle avait déjà passé des années à prouver qu'elle ne pouvait pas être facilement intimidée ou tranquillement contrôlée. Elle a ouvertement évoqué les pressions, les menaces et les obstacles professionnels qu'elle prétendait avoir rencontrés, décrivant des incidents qui ont convaincu ses puissants de prêter une attention particulière à ce qu'elle disait chaque jour. Parmi les moments qui sont restés profondément personnels pour Williams, il y a eu une rencontre dans son propre programme impliquant un invité qu'elle avait auparavant critiqué publiquement. Au cours de la conversation, l'invité a fait référence à son fils adolescent, un moment que Williams a décrit plus tard comme ressemblant moins à une remarque innocente qu'à un avertissement soigneusement délivré. Les téléspectateurs ont remarqué un changement immédiat dans son expression dès l'instant où le nom de son fils est entré dans la discussion, et elle a ensuite revisité cette expérience à plusieurs reprises, expliquant à quel point cela l'avait profondément affectée. Malgré cela, elle a continué à diffuser, continuant à parler avec la même honnêteté directe qui avait défini sa réputation pendant 14 saisons consécutives. Lorsque les allégations concernant la culture du lieu de travail ont finalement englouti Ellen DeGeneres, en 2020, Wendy Williams est devenue l'une des rares animatrices de télévision de jour, prête à affirmer publiquement que l'image soigneusement conçue d'Ellen ne reflétait pas pleinement la réalité. Alors que de nombreux acteurs de l'industrie du divertissement restent prudents dans leurs critiques, Williams a insisté sur le fait qu'il y avait un côté plus sombre dans la marque de télévision au succès retentissant que le public avait adopté pendant près de 2 décennies. C'était une position remarquable, étant donné qu'Ellen avait passé 19 ans à terminer chaque épisode avec le même message édifiant, encourageant les téléspectateurs à choisir la gentillesse. Cette simple phrase était devenue l'un des slogans les plus reconnaissables de la télévision de jour, mais derrière elle, des questions commençaient à émerger qui allaient fondamentalement remodeler la perception du public à l'égard de l'une des personnalités médiatiques les plus célèbres d'Amérique. « Soyez gentils les uns envers les autres ». Pendant 19 ans, cette phrase a constitué le fondement d'une image valant des centaines de millions de dollars. C'était sur la marchandise. Cela a été cité dans des interviews. C'est ce que les gens disaient lorsqu'ils décrivaient ce que représentait la série. Cela a été pendant très longtemps totalement efficace. En juillet 2020, BuzzFeed News
a publié un rapport détaillé rassemblant les témoignages de dizaines d'anciens employés et membres du personnel de production de plusieurs départements et de plusieurs années de diffusion de l'émission. Ce qu'ils décrivaient n'avait rien de commun avec l'image. Ils ont décrit un lieu de travail où les principaux producteurs se comportaient de manière froide et dédaigneuse jusqu'à activement hostile, où le personnel devait ne pas établir de contact visuel avec DeGeneres, où les plaintes sur la façon dont les choses fonctionnaient n'étaient pas traitées comme acceptables, où la culture entourant l'animateur de l'émission était construite sur la peur plutôt que sur la chaleur vendue à 11 millions de téléspectateurs quotidiens. Warner Media a ouvert une enquête formelle. 3 des principaux producteurs de la série ont été démis de leurs fonctions. DeGeneres a abordé la controverse à l'antenne au début de sa prochaine saison et a reconnu que des choses qui n'auraient pas dû se produire dans son émission s'étaient produites. Elle a annoncé la fin de la série en 2021. Le dernier épisode a été diffusé en mai 2022. Presque toutes les célébrités majeures apparues au cours de ces dernières semaines ont offert de chaleureux hommages. Wendy Williams ne l'a pas fait. Son absence à ces hommages était une déclaration en soi faite sans un mot. DeGeneres vit maintenant au Royaume-Uni. Elle a déclaré publiquement qu'elle n'avait pas l'intention de retourner aux États-Unis à court terme. Dans une interview réalisée après son départ, elle a déclaré qu'elle avait le sentiment d'être devenue une cible et que les critiques qui lui étaient adressées avaient dépassé ce qui était proportionné ou juste. Les personnes qui ont travaillé au sein de sa production pendant des années ont offert une vision différente de la proportionnalité. Quelque chose n'est toujours pas résolu dans cette histoire et cela renvoie directement à Wendy Williams, qui n'est pas disponible pour en discuter. Car Wendy Williams est enfermée dans une tutelle qu'elle combat devant le tribunal, et ce depuis 3 ans. La tutelle et les questions qu'elle soulève. En mai 2022, la même année où l'émission Wendy Williams a terminé sa dernière saison, la Wells Fargo Bank a contacté un tribunal de New York et leur a fait part de ses inquiétudes quant à la capacité de Williams à gérer ses propres affaires financières. Williams avait 61 ans. Une tutrice nommée par le tribunal, Sabrina Morrissey, a reçu le contrôle de ses finances et de ses mouvements quotidiens. Williams n'était pas présent à la procédure qui a établi cet arrangement. Son ex-mari Kevin Hunter a ensuite déposé des documents juridiques alléguant que la tutelle avait été établie dans le cadre d'une procédure fermée qui a refusé à Williams la possibilité d'obtenir une représentation juridique adéquate. En 2023, Williams a reçu un diagnostic de démence frontotemporale et d'aphasie. En novembre 2024, son tuteur a déposé des documents judiciaires la déclarant incapable de façon permanente. En janvier 2025, Williams a appelé le club du petit déjeuner et a déclaré directement qu'elle n'avait pas de déficience cognitive, mais qu'elle avait le sentiment de vivre en captivité. Elle a dit qu'elle était isolée. Elle a déclaré qu'elle avait un accès limité aux personnes avec qui elle souhaitait parler. Elle a déclaré que l'environnement dans lequel elle se trouvait n'était pas celui qu'elle avait choisi ou accepté. Elle a également déclaré à Good Day New York qu'elle avait passé des tests de compétences indépendants et les avait réussis sans difficulté. Un neurologue sans lien avec son équipe médicale existante a examiné son cas et a conclu qu'elle ne souffrait pas de démence frontotemporale, contredisant directement le diagnostic utilisé pour justifier la tutelle. Son équipe juridique a entamé la procédure d'appel sur la base de cette évaluation. En mars 2025, la police de New York est arrivée dans sa résidence-service et l'a transportée à l'hôpital. Elle en a parlé publiquement et a déclaré qu'elle n'avait reçu aucun avertissement concernant ce qui allait se produire. Les fans ont organisé des manifestations à Los Angeles et à New York pour demander la fin de la tutelle. Kevin Hunter a intenté une action en justice de 250 millions de dollars contre les personnes supervisant l'accord alléguant que la tutelle était devenue une arme utilisée contre Williams plutôt qu'un bouclier la protégeant. Williams a déclaré à TMZ qu'elle ne lui avait pas demandé d'intenter cette action en justice et qu'elle ne voulait pas qu'il soit impliqué dans ses affaires personnelles. La tutelle reste en place. Les évaluations médicales concurrentes restent en suspens devant le tribunal. Et la femme, qui a passé 30 ans à dire des choses que l'industrie ne voulait pas dire, vit actuellement dans un établissement qu'elle ne peut pas quitter sans autorisation. Dans le cadre d'un montage juridique, elle se bat pour sortir. Alors que l'industrie qu'elle a couverte pendant sa carrière a connu le bilan public le plus important de son histoire. Un documentaire de toute une vie sur sa situation a été diffusé pendant cette période et a suscité suffisamment d'attention du public
pour que l'équipe juridique de ses tuteurs ait été obligée d'y répondre dans un dossier judiciaire, le décrivant comme un récit déformé de sa situation. La famille de Williams l'a décrit comme l'image la plus précise de sa situation qui ait été rendue publique. Deux caractérisations complètement opposées du même film, déposées dans la même salle d'audience, sur la même femme qui n'avait pas le droit d'en parler librement. Le timing n'est pas une preuve de quoi que ce soit en soi, mais c'est le genre de timing auquel, une fois que vous le remarquez, il est difficile de cesser de penser. Les dossiers, les sorties, et ce que les 5 dernières années ont effectivement confirmé. Lorsque le ministère de la Justice a publié les documents d'Epstein en 2025, la réponse de certains secteurs de l'industrie du divertissement a été remarquable par sa rapidité et son silence. L'agent artistique hollywoodien Casey Wasserman, dont les échanges de courriers électroniques avec Ghislaine Maxwell, associée d'Epstein, étaient inclus dans les documents publiés, a annoncé qu'il vendait son agence quelques semaines après la sortie. Dans un message adressé à son équipe, il a déclaré qu'il était devenu une distraction. Il n'a pas donné de détails. Plusieurs autres personnalités citées dans les documents ont annoncé des transitions professionnelles, des départs à la retraite ou des profils publics réduits dans les mois qui ont suivi. Aucun d'entre eux n'a fourni d'explications détaillées sur le timing. Les documents eux-mêmes comprenaient des journaux de vol, des dossiers financiers et des communications directes reliant le réseau d'Epstein à des personnalités du divertissement, de la finance et de la politique. Ils ont confirmé des relations qui n'existaient auparavant que sous forme de rumeurs, d'accusations ou du genre de choses que Ricky Gervais disait lors des remises de prix. Les journaux de vol montraient des noms. Les emails montraient la nature des relations. L'image rassemblée sur des milliers de pages de documents publiés n'a pas été une surprise pour ceux qui prêtaient attention à ce que certains disaient depuis des années. C'était une confirmation. Gervais a regardé tout cela en dehors du secteur auquel il s'était adressé lors de la scène des Golden Globes 5 ans plus tôt. Il a noté que le monologue était essentiellement devenu un documentaire. Il a dit cela sans célébration. Il l'a dit de la même manière que quelqu'un dit quelque chose lorsque la chose contre laquelle il avait mis en garde s'est réellement produite, et il avait vraiment préféré se tromper. Wendy Williams n'était pas disponible pour commenter. Elle se trouvait toujours sous une tutelle qu'elle conteste légalement, toujours décrite par son propre tuteur comme inapte permanente, toujours contestée par un neurologue indépendant qui affirme ne pas avoir la condition utilisée pour l'y placer. La femme qui a passé 30 ans à être la voix la plus forte dans des pièces où tout le monde restait silencieux était au moment précis. L'industrie a confirmé ce qu'elle disait, incapable de dire quoi que ce soit du tout. Parmi les noms apparaissant dans les journaux de vol publiés, figuraient des personnalités de l'industrie musicale, de l'industrie cinématographique et du monde financier, dont plusieurs Williams avaient cité leur nom dans son émission au cours de ses 14 saisons. Ces épisodes sont toujours consultables. Les eurodatages existent. Ce qu'elle a dit quand elle l'a dit et à propos de qui elle l'a dit est une question de notoriété publique aux côtés des documents qui ont été publiés 5 ans après que Gervais soit monté sur scène. Ellen DeGeneres était au Royaume-Uni. Ce que signifiait réellement le silence dans cette pièce en 2020. 3 personnes, 3 postes, complètement différents dans l'industrie du divertissement, 3 résultats complètement différents. Ce qui les relie n'est pas le complot. Ce qui les relie, c'est le coût spécifique de dire certaines choses au sein d'une industrie qui a passé des décennies à développer des moyens très efficaces de rendre ces choses plus difficiles. Gervais a déclaré que sa pièce « Ho » avait de l'argent, un public international et une production créative qui ne dépendait pas des invitations hollywoodiennes. Il a perdu la place d'hébergement des Golden Globes et a conservé tout le reste. Le coût était gérable car sa position était déjà indépendante des personnes qu'il critiquait. Williams n'avait pas une telle isolation. Elle était au sein de l'industrie. Sa plateforme, ses revenus et sa vie quotidienne étaient tous connectés au même écosystème qu'elle nommait à haute voix. Le prix qu'elle a payé n'était pas une invitation perdue. Il s'agit d'un spectacle perdu, d'une perte de contrôle financier et d'un arrangement juridique qu'il a effectivement maintenu au silence pendant la période au cours de laquelle ses avertissements ont été le plus publiquement validés. DeGeneres occupait la 3e position. Ce n'était pas quelqu'un qui nommait les choses. C'était quelqu'un dont l'image soigneusement construite cachait des choses. Lorsque cette dissimulation est devenue intenable, elle ne l'a pas combattue de l'intérieur. Elle est partie. Elle est dans un autre pays. Elle considère ce qui lui est arrivé comme une injustice proportionnée. Les personnes qui ont travaillé sur son émission pendant des années l'ont encadré différemment.
Ce que les 5 dernières années ont fait, à travers les dossiers Epstein, à travers les procédures judiciaires entourant Wendy Williams, à travers l'effondrement de l'image publique d'Ellen DeGeneres, c'est réduire la distance entre ce qui était dit et ce qui pouvait être prouvé. Les carnets de vol ne sont pas des rumeurs. Les dossiers judiciaires ne sont pas des sujets brûlants. Les emails ne sont pas des monologues comiques. La documentation a rattrapé la conversation que certaines personnes tentaient d'avoir depuis très longtemps. Et l'industrie qui a passé des années à gérer cette conversation gère désormais quelque chose de beaucoup plus difficile à contenir. Les poursuites civiles contre Sean Combs, qui ont représenté plus de 100 dossiers distincts de victimes présumées, ont été portés devant les tribunaux au cours de la même période où les documents d'Epstein ont été publiés. Et plusieurs de ces documents citent des événements et des lieux dont Williams avait discuté publiquement dans son émission des années avant le début de toute procédure judiciaire. Elle n'a pas été citée dans ces documents. Elle était simplement factuellement en avance. Gervais n'accueille toujours pas les Golden Globes. Wendy Williams lutte toujours contre sa tutelle devant le tribunal. Ellen DeGeneres est toujours au Royaume-Uni. Et les fichiers sont toujours en cours de lecture. Si Wendy Williams n'avait jamais été placée sous tutelle, que dirait-elle à votre avis à l'heure actuelle? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette révélation, écrasez ce bouton. J'aime, commentez et abonnez-vous pour d'autres histoires hollywoodiennes inédites. Et appuyez sur la cloche pour ne jamais en manquer une goutte. Vous en voulez plus? Découvrez une autre de nos vidéos. Merci d'avoir regardé.